l'idée de ce débat, c'est aussi de travailler en fait sur les représentations qui sont communes en France, qui sont souvent transmises par les médias, et de voir dans ces représentations en fait ce qui colle à la réalité, ce qui ne colle pas à la réalité. Voilà. Et nos intervenants sont aussi là pour vous parler de ça. Voilà. Qui veut prendre la parole parmi le public et nous exprimer en fait sa vision de cette question-là? Je suis Houssine Najmimoun. Je suis le président de l'association Banlieue Plus à Ambérieu-en-Bugey, dans le département de l'Ain, 50 km de Lyon. Donc je remercie Yazid de m'avoir invité pour ce Festival des idées. J'ai été un enfant, je suis né en France, j'ai grandi en France. J'ai été un enfant difficile, j'ai connu le décrochage scolaire, j'ai connu les difficultés d'intégration, j'ai connu les difficultés liées à la citoyenneté, j'ai connu la bavure policière, j'ai connu les discriminations, et pendant des années, j'ai été un enfant en colère, très en colère, contre ce pays, contre cette République. Il a fallu vaincre ces démons, parce que, comme beaucoup d'enfants, des jeunes de quartier, on a forcément des ressentis. Donc j'ai grandi, on m'a fait grandir en pensant que j'étais un bon à rien. On m'a fait comprendre qu'il n'y avait rien à attendre de cette République. Donc moi j'y ai cru. J'ai grandi avec cette image. J'ai grandi avec cette violence. Une violence qui fait mal, une violence destructrice. Et tout est une histoire de rencontre. J'ai fait une garde à vue qui a duré 72 heures, stupéfiant. Et j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir en face de moi un officier de police qui m'a dit: fais quelque chose, tu ne ressembles pas à l'image que tu veux donner, à l'image qu'on a faite de toi, fais quelque chose de ta vie. C'était la première fois qu'un adulte venait pour me dire que j'étais peut-être quelqu'un de bien. Je suis sorti de cette garde à vue, je suis sorti du palais de justice. Tous mes copains, ils ont tous été incarcérés. J'étais le seul à ne pas avoir été incarcéré. Et je suis sorti de ce palais de justice. J'ai levé les mains au ciel et j'ai dit: plus jamais ça. Plus jamais ça. Je veux faire autre chose de ma vie. Et depuis 1994, je milite dans les quartiers populaires. Je dis aux jeunes, à tous les jeunes que je rencontre, je leur dis: ce pays, on l'a pas aimé, on l'a détesté. Et maintenant, quelque chose de très particulier, plus les jours y passent, plus j'aime ce pays. Un amour fou, un amour démesuré. On aime passionnément cette République qui nous a fait beaucoup de mal quand même. Mais le langage que je tiens à cette jeunesse, c'est que je leur dis: vous avez la chance, vous avez l'immense bonheur de vivre, et je le pense sincèrement, dans un pays formidable, où tout est possible. Tout est possible. Mais il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de souffrance dans ces quartiers. Il y a beaucoup de cœurs qui sont malades. Mon travail, c'est d'aller dans les quartiers et d'essayer de soigner ces petits cœurs malades. Parce qu'il y a beaucoup de petits cœurs qui sont malades. Et la République ne doit pas nous oublier. Merci beaucoup. Alors on va parler par rapport à ton questionnement, si on parle des jeunes, par exemple, qui sont déscolarisés et sans travail, ou en tout cas qui vivent dans les quartiers avec ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, et
et ce qui les entoure, ce qui nous désole pour les périodes électorales et qu'après ils vont partir, c'est pas la peine. Donc en fait, ils se sentent complètement abandonnés et ça veut dire on se débrouille avec ce qu'on peut, ce qu'on a et on fait confiance. À la rigueur, moi, ils me font confiance pas parce que je suis président d'une association, mais tout simplement parce que je suis une habitante du quartier. Donc si j'ai créé une association, c'est juste pour tout ce qui est assurance, parce qu'on ne peut pas faire d'intervention si on n'est pas assuré, si on n'a pas une structure. Mais les seuls à qui ils font confiance, c'est les personnes de leur quartier, mais qui voient au quotidien, au jour le jour. Et c'est nous qui pourrons faire introduire les gens de la mairie ou leur dire ce qui se passe pour eux. Mais la confiance, elle est très difficile parce que même ceux qui veulent intervenir politiquement ou autre, il faut gagner la confiance. Et ça, ils sont perdus, ils n'ont pas du tout confiance en la politique. C'est un travail au quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient abandonnés. S'il y a des médiateurs, si le médiateur il va venir 1 mois, 1 an et puis après il ne vient pas, tout de suite ils vont se dire qu'est-ce qu'il a comme intérêt derrière. Si un policier, police proximité va intervenir et va leur dire j'aimerais vous revoir, ils vont lui dire oui. Ça c'est quelque chose de vécu, que j'ai vécu sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a ramené un policier, un commandant qui est intervenu pour leur dire on veut écouter vos problématiques dans un quartier difficile, qu'est-ce qui se passe avec la police. Et quand les jeunes disent oui, ils sont 40 à dire oui, on veut vous voir, et qu'après la mairie, elle ne nous donne pas de local pour pouvoir faire ces rencontres dans un lieu qui est adapté, après, c'est même mon image en tant que personne d'association, ils me disent, tu vois, encore un intervenant qui vient et qui ça aboutit pas. Donc le problème, c'est qu'on leur fait beaucoup de promesses, encore au jour d'aujourd'hui, et les promesses ne sont pas tenues. Et du coup... Quelles promesses on leur fait ? Déjà d'essayer de parler avec eux, de les rencontrer. Et on fait une première rencontre, on dirait qu'ils ont l'impression qu'on veut leur soustraire des infos. Il y a beaucoup de médiation dans les quartiers justement pour savoir quels sont leurs besoins. Et en fait, on leur soustrait des infos qu'ils donnent facilement parce que c'est des jeunes, ils sont quand même... dès qu'on leur parle à leur cœur, comme disait monsieur, je trouve ça mignon, enfin c'est vrai. Quand on parle à leur petit cœur, qu'avez-vous besoin, comment pouvons-nous vous aider, ils sont contents, donc ils se livrent. Mais qui, à force d'apprendre des coups, de ne pas aboutir, ils n'y croient plus. Donc on ne les aide pas, nous, en tant qu'adultes, à pas pouvoir, c'est pas des rêves, mais construire quelque chose. Voilà. Oussouf, toi qui es engagé politiquement, personnellement, et qui t'occupe aussi de citoyenneté au sein de ton association, quel regard tu as sur le rapport des jeunes à l'autorité ou à l'État, et à la politique, à la citoyenneté ? Bonjour à tous et à toutes. Pour compléter ce qui a été dit par Naïma, mais plein de choses que je partage parce qu'on fait les mêmes constats. C'est pas les mêmes communes, mais on a les mêmes problématiques qui se posent chez nos jeunes. Et effectivement, sur la question de l'engagement, aujourd'hui les jeunes sont à la fois engagés, mais ils ne le sont pas également. Je m'explique. L'engagement qui est attendu à la fois par les institutions ou par les élus n'est pas le même qui est fait en réalité par les habitants. Je le vois moi sur Aulnay-sous-Bois et en Seine-Saint-Denis plus généralement, on voit beaucoup d'associations qui se créent, donc sur différentes thématiques. On le voit aujourd'hui, ce qu'elle voit en poupe, c'est tout ce qui est sur l'aspect solidaire, sur l'aide à l'autre, son prochain, les SDF, les migrants, et on voit qu'il y a vraiment une synergie qui se met en place. Et pourquoi ces jeunes sont orientés dans cette thématique-là ? C'est parce que, et les maraudes aussi, qui font partie justement de ces axes de solidarité, parce qu'aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont plus utiles dans ces lendemain parce qu'ils ont été sollicités une première fois, ils ont été peut-être écoutés, mais pas entendus. Donc c'est deux choses qui sont véritablement différentes. Et moi, je le vois au Conseil citoyen, donc je suis secrétaire sur Aulnay-sous-Bois. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le Conseil citoyen, c'est une instance qui a été créée en 2014 par la loi Lamy, qui était censée justement redonner la parole aux habitants et faire en sorte, en particulier dans les programmes de rénovation urbain, pour qu'on puisse justement faire ce qu'on aurait dû faire lors du NPRU, à savoir prendre appui du terrain des habitants, parce que ce sont eux les professionnels, les experts d'usage de leur quartier. Et on le voit, moi je suis le seul jeune, la plupart des personnes qui sont dans le conseil citoyen, ce sont des retraités ou des personnes qui sont âgées. Et ce déficit, il est fait parce que justement, ils n'ont plus confiance aux institutions, ils se disent qu'encore une fois, on va les balader, etc. Moi, la seule réunion où j'ai pu voir beaucoup de jeunes, où j'ai pu les mobiliser, c'est parce qu'on leur a dit qu'on allait démolir leur immeuble. Et donc c'est là où ils se sont mobilisés, ils sont venus pour faire entendre leur voix. J'ai pas entendu, j'ai pas compris. On leur a dit quoi ? On leur a dit que leur immeuble allait être démoli dans le cadre du programme de renouvellement urbain.
Et pour un habitant, entendre cela, c'est une violence parce que leurs parents sont arrivés dans ce quartier-là, ils ont vécu, ils ont grandi, ils sont nés dans ces quartiers. Et donc, comme il n'y a pas de concertation préalable qui a eu lieu, donc ils se disent, c'est pas possible qu'on va déloger du jour au lendemain mes parents. Donc là, ils se sont mobilisés. Et donc, pour revenir sur ta question initiale, Mehdi, la perte de confiance, la perte de repères, ce sentiment d'être méprisé ou considéré comme un citoyen de seconde zone est très prégnant. Et donc, ça renvoie quand même à une identité qui est multiple, parce que souvent, on renvoie aux jeunes de quartier. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France, mais qui concentre la plupart des inégalités. Et donc déjà ça, lorsqu'on le revoit en pleine figure, c'est violent. Et lorsqu'on voit au quotidien qu'on n'a pas forcément sa place ou qu'on est renvoyé sur autre chose, bah, ça ne donne pas cette envie justement de pouvoir s'impliquer et d'être davantage dans la proposition. Et donc ensuite on rentre dans un cercle vicieux, parce que si cet engagement-là, il ne se matérialise pas, par exemple lors des élections par un vote, bah, finalement cette population elle est oubliée, elle n'est pas écoutée, parce qu'on se dit que de toute façon, on a beau faire quoi que ce soit, bah, ces jeunes-là ils ne se mobilisent pas lorsqu'il le faut. Sauf que force est de constater que lorsqu'on voit notamment, pas tout le monde, hein, mais beaucoup d'élus, c'est durant les périodes électorales, et donc là on mobilise et les jeunes se disent bon bah là on est écouté, c'est le moyen de pouvoir avoir les projecteurs, donc on va dire un peu ce qu'on veut, mais une fois que cette période est passée, bah, il faut attendre 5 ans, 6 ans pour revoir ces élus-là, parce que dans leur mécanisme, dans leur façon de réagir, on se dit que on sait mieux que quiconque qu'est-ce qu'il faut pour ces jeunes-là dans la ville. Or aujourd'hui il faut revenir justement au terrain, écouter ceux qui sont vraiment dans ces quartiers-là, qui vivent au quotidien et qui sont en mesure de pouvoir dire ce qu'ils veulent pour leur quartier, ce qu'ils veulent pour leur avenir. Parce que si on ne dessine pas justement un avenir collectif pour les uns et pour les autres, bon, on restera justement à saupoudrer ici ou là, mais du sparadrap sur des problématiques qui sont beaucoup plus profondes et qui mériteront qu'on puisse vraiment s'atteler à la base. Et donc la base c'est quoi? C'est l'éducation, la solidarité, prendre soin de l'un et de l'autre. Et donc cela, ça se fait à l'école, mais néanmoins dans nos quartiers, on le sait tous, qu'on n'a pas la même intention qu'on peut avoir sur d'autres quartiers. L'ambition est moins forte qu'on peut l'avoir sur plus généralement. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce quartier, ce qu'on demande, d'être écouté, respecté, et l'égalité. On a un podcast et pour savoir qui d'accord, parle. donc moi je suis Aïssata Seck, maire adjointe à Bondy, en charge des anciens combattants et du devoir de mémoire. Donc comme vous avez pu le constater, la Seine-Saint-Denis est en force à la Charité-sur-Loire pour parler des différentes problématiques et notamment celle des quartiers populaires. Je connais un certain nombre d'intervenants, mais j'ai quand même envie de vous poser une question, même si je connais la réponse de certains d'entre vous. C'est de savoir, est-ce que présenter dans les différents quartiers. Moi, je suis élue, ça a été compliqué de m'engager. En fait, j'ai été d'abord engagée dans le milieu associatif et mon engagement politique a été la suite logique de mon engagement associatif. Et il est vrai qu'en m'engageant en politique, j'ai été confrontée à un certain nombre de difficultés, à un certain nombre de discriminations et parfois à un racisme criant d'un certain nombre de politiques. Je n'ai rien lâché, j'y suis allée, je continue, même si parfois c'est compliqué. Je me dis que si nous ne sommes pas à l'intérieur, cela va être très très compliqué aussi de faire bouger les lignes. Évidemment que l'engagement associatif, l'engagement citoyen est extrêmement important, d'une part parce que je pense que l'État français ne remplit pas un certain nombre de comment vous dire ça, ne remplit pas la tâche qui lui est incombée, qui est de réduire un certain nombre d'inégalités dans ces quartiers. Mais d'autre part, parce que je reste persuadée que c'est en étant à l'intérieur de ces institutions, nous, enfants issus des quartiers, nous qui vivons le quartier au quotidien, nous qui avons été engagés dans le milieu associatif, que nous arriverons à faire bouger les lignes. Mais en discutant avec une certaine jeunesse, je me rends compte très concrètement que cette jeunesse se dit que ça n'est pas pour eux. Alors comment faire pour les inciter à s'engager? Comment faire pour que l'État accepte ces enfants et que ces enfants puissent intégrer nos différentes institutions? Merci. Moi, je voudrais attirer l'attention, d'après mon expérience, sur deux choses. Des signes de rupture de filiation dans les migrations. Moi, je suis de la génération de 68, des pères, peut-être des grands-pères. Quand ils se sont manifestés dans les grèves,
très vite, on a pris conscience d'une égalité de fait de combat sur le terrain, dans l'usine, porteur de revendications qui allaient très très loin, notamment sur la remise en cause de l'organisation capitaliste du travail, la division du travail, etc. Un engagement intense. Je constate que les générations d'après, c'est-à-dire cette histoire-là, il y a comme une rupture, sans parler antérieurement de l'histoire des guerres de libération nationale, etc. Il y a de l'intérieur, il y a comme une rupture. Comment pallier à ça? Moi, à l'occasion de ce qui se passe en Algérie, je suis allé animer quelques débats. Il y avait vraiment comme une espèce de désert. Deuxième chose, je voudrais attirer l'attention sur aussi l'isolement. Je n'entends pas uniquement architectural, l'école, etc., qui sont des choses réelles, mais l'isolement par rapport à un certain savoir de l'histoire, mais aussi des répercussions qu'il y a en ce moment de ce qui se passe dans le pays d'origine de leurs parents, qui leur renvoie quelque chose de positif. Mais il n'y a pas des médiations pour le transmettre. Or, ces deux questions-là me semblent importantes pour l'avenir, parce que cette, disons, descendance, me semble-t-il, jouera un rôle très important dans la création de nouveaux relations entre la France, le Maghreb, voire l'Afrique. Merci. Il y a quand même je reviendrai à ce que disait monsieur, il a rencontré un inspecteur de police. Je crois que ce qui aide beaucoup les jeunes, c'est de faire des rencontres, et que c'est des rencontres qui peuvent être déterminantes pour qu'ils puissent s'appuyer et démarrer ce qui peut être une nouvelle vie, en tout cas de nouveaux espoirs pour eux. Première chose. Et ça il faut le dire. Bien sûr, la jeunesse des quartiers de la Grande Pâture à Nevers est peut-être pas comparable à celle de Saint-Denis. Néanmoins, les phénomènes qui ont fait émerger cette violence, ils sont identiques. Par exemple, la Grande Pâture a été déclarée zone en rue pour aménager l'espace urbain où il a bénéficié de l'ANRU. Pas tout le quartier, la moitié. Vous savez que du même côté de la rue, vous avez des vieux immeubles des années 60, et en face, vous avez des petits lotissements avec des petites maisons, des arbres, des jardins, des machins. Comment on peut construire une identité de quartier quand on a déjà une telle différence géographiquement et au niveau de l'urbanisme, déjà? Deuxièmement, les quartiers de Grande Pâture et puis du Banlay servent aussi pour les CADA, l'intégration des personnes qui sont en situation d'attente de demande d'asile. Ça veut dire qu'il y a un turnover important au niveau des habitants, des personnes qui sont de 30, 40 nationalités parfois différentes, qui sont sur un territoire, qui ont subi des traumatismes. Je reviens à ce que disait madame, comment instaurer une confiance avec ces personnes-là, qui sont censées être sous le regard du préfet ou de la police, ainsi de suite. Donc, faciliter et aider à la communication dans ces quartiers, c'est compliqué. On peut très bien mettre des CADA, puisque c'est un bailleur social, sur d'autres lotissements que celui qui est ciblé et qui est réservé pour ça. Deuxièmement. Troisièmement, les centres sociaux. Ce sont des piliers des quartiers, les centres sociaux. Pas d'animateurs, pas d'éducateurs, des éducateurs de rue retirés, sous la responsabilité soit de la mairie, soit des associations qui les traitent, souvent sur des politiques qui sont opposées, donc pas d'accord. Donc des brise-brouilles, donc on ne fait pas de poste ou pas de création. Ou alors on met comme animateur, on met des personnes qui sont en compta précaire, qui n'ont pas d'expérience, mais bon, ça bouche un trou. Hein. Ou alors on attend que c'est la région qui paye un ou deux éducateurs pour pallier au manque. Donc confronté à tout ça, comment voulez-vous que ces jeunes y trouvent à la fois des adultes qui peuvent être porteurs pour eux, une base où ils peuvent s'identifier, et l'émergence, si ce n'est d'une culture, en tout cas d'un vivre ensemble sur un territoire qu'ils peuvent investir. Donc je trouve que là, les politiques ont une grande responsabilité. Et enfin, dernier point, on se doit, nous tous à notre niveau, d'une très grande exigence sur ce qu'on veut donner à la jeunesse. Moi, j'ai une animatrice sociale qui me disait, qui faisait des cours de chant. Alors on était réclamé à droite, à gauche, les jeunes pour qu'ils viennent chanter, parce que c'était gratuit déjà. Mais aussi, il faut voir dans quelles conditions on leur donner l'accès au chant et au public. Une scène pourrie, pas de sono, des micros sans câble, enfin ouais. Il faut leur offrir le meilleur. Pour leur dire, la République aussi, c'est ça.
Voilà, on peut vous mettre à vos dispositions, aller à la Comédie Française, mais j'ai des jeunes qui font des ateliers d'écriture que je connais qui font du rap, ils disent que même le rap, ça devient un ghetto. C'est-à-dire que les jeunes des quartiers, quand ils ont envie d'une manière d'expression et de vouloir parler ou de s'exprimer, automatiquement, ils recourent au rap sans penser forcément qu'il y a d'autres moyens d'expression. Et c'est des jeunes qui ont maintenant 22, 23 ans, qui ont fait du rap il y a une dizaine d'années, qui leur disent, mais écoutez, vous enfermez pas non plus là-dedans. Il y a aussi autre chose pour pouvoir vous exprimer, et aussi d'autres façons. Voilà, donc je pense que c'est tout ça. Je pense que ce constat-là, pour Nevers, il est valable, je pense aussi en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres quartiers, parce que partout, je crois, il y a cette difficulté d'amener de la cohérence dans la gestion des quartiers. Merci. Au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, j'y ai grandi, alors plus vieille que la jeunesse dont on parle, mais j'ai connu aussi ce plafond de verre, les quartiers populaires, desquels j'étais issue, d'une famille ouvrière. Je suis également élue à Mantes-la-Jolie de l'opposition, ce qui me permet aussi d'avoir une réflexion sur l'engagement de la jeunesse et les obstacles que vous soulignez, qui sont quand même, je tiens à le dire, aggravés par des formes de clients, mais qui sont aussi assez également répartis sur le territoire et qui contribuent à dégoûter profondément les jeunes de l'engagement politique. En cela, je partage parfaitement votre constat, qui est que pour autant, les jeunes ne sont pas insensibles à l'engagement et qu'aujourd'hui, ils essayent de trouver toutes les formes alternatives et novatrices d'engagement possibles, qui effectivement ne les mènent pas forcément aux manettes des exécutifs, ce qui pose un vrai problème. Et peut-être justement, c'est la liaison que l'on peut faire avec l'autre partie de mon action, qui est celle d'un prof. Donc, je suis prof d'histoire au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, que vous avez tous vu au moins à la télévision au mois de décembre, dans un épisode tragique qui nous a profondément choqués, puisque c'est là où ont été arrêtés, comme vous le savez, les 154 élèves qu'on a fait mettre à genoux et filmer, et ce qui a été à l'origine, vous le savez, d'une grande diffusion médiatique nationale et internationale, qui en dit long sur la façon dont les jeunes sont vus dans ces quartiers, et dont ils finissent par se persuadés qu'ils correspondent à cette image-là, c'est-à-dire celle d'ennemis de l'intérieur, qui seront jamais suffisamment assez français, qui seront jamais suffisamment assez intégrés, alors je mets 1 milliard de guillemets, puisqu'ils sont français depuis au moins 2 ou 3 générations, donc je veux dire, ils n'ont pas à faire la preuve d'une intégration, mais c'est comme ça qu'on leur renvoie, en tout cas, l'identité qu'ils finissent par incorporer, et qui, de notre point de vue, est un obstacle aussi à la réussite scolaire. Et quand j'entends réussite scolaire, j'entends pas uniquement obtention de diplôme, j'entends capacité à devenir acteur et ne pas justement subir, parce que subir, c'est un des mots qu'on a utilisé, je crois, pour l'intitulé de ce débat, et l'opposé, c'est choisir. La question, c'est aussi choisir pourquoi faire. Alors, il est vrai qu'au lycée Saint-Exupéry, on a fait le choix depuis 2002 de signer cette convention avec Sciences Po Paris, qui permet à des élèves des quartiers populaires d'intégrer cette école éminemment sélective par des voies qui sont aussi sélectives, je tiens à le préciser. C'est pas un concours au rabais, c'est un concours différent, qui est en passe d'ailleurs d'être supprimé, si vous avez suivi la presse, qui nous inquiète beaucoup, parce qu'on ne sait pas du tout comment les choses vont tourner. Nous, on l'a investi très tôt, avec l'idée, évidemment, que bon, si on peut faire réussir des élèves, et je ne vous le cache pas, on a un des meilleurs taux de réussite de France, puisqu'on est à plus de 86 élèves intégrés en une quinzaine d'années, et on a une moyenne de 3 à 7 élèves par an qui intègrent. Mais bien au-delà de la réussite, à Sciences Po, nous, c'est la création d'une dynamique. Cette création d'une dynamique, c'est la dynamique du dépassement de l'autocensure, de la capacité à penser que oui, ça peut être pour moi, oui, je peux m'engager dans des études sélectives qui me correspondent. Il ne s'agit pas uniquement de reproduire un schéma social. C'est un problème au micro. Il ne s'agit pas simplement de reproduire un schéma social d'excellence, mais de se projeter soi-même dans des dynamiques de construction d'un avenir qui soit un avenir exigeant, avec des formations sélectives. Pour faire ça, il faut effectivement l'opportunité du dispositif, mais il faut aussi l'engagement de l'équipe éducative au quotidien par les élèves qui le peuvent. Et c'est le premier obstacle. Tous les ans, on y arrive. Et
c'est vraiment quelque chose qui ne peut se faire qu'avec une synergie à l'intérieur de l'établissement, mais aussi sur un territoire. C'est-à-dire qu'il faut que ça puisse être quelque chose qui corresponde pour ces élèves à l'idée, et ce ne sont pas des élèves décrocheurs en effet, hein, donc je ne parle pas de ce segment de la population que là pour le coup je n'ai pas en charge, mais ces élèves qui auraient pu être des élèves lambda qui suivent un itinéraire qui serait un itinéraire finalement qui ne serait pas forcément choisi ou qui n'aurait pas été un itinéraire de rêve, il faut que ces élèves puissent s'intégrer à un territoire et que ce territoire leur renvoie aussi cette image positive. Et ça, c'est pas forcément le cas. Alors, on a travaillé à ce que ce soit sur le territoire de Mantes, de manière à ce qu'ils aient un effet de rayonnement sur les autres. Et ça, c'est pour moi la plus belle réussite. C'est-à-dire qu'en fait, ces élèves créent des dynamiques qui consistent à donner de la fierté par procuration. Et cette fierté par procuration, même si le copain dans la classe, lui, n'est pas candidat, lui, n'est pas lauréat, il va être fier que son copain puisse le réaliser. Et du coup, on fabrique des dynamiques qui, à l'intérieur de l'établissement, permettent, de valoriser les élèves de ce quartier en disant, vous voyez, il y a de l'intelligence collective, il y a des pépites, et chacun doit pouvoir trouver sa voie. Et en même temps, c'est aussi une façon de créer de la mixité sociale. Parce que très clairement, voilà le deuxième aspect qui me semble essentiel à souligner. Il faut, en tout cas dans l'éducation, que l'on puisse absolument multiplier les opportunités, les cartes pédagogiques qui permettent de créer de la mixité sociale. Sans la mixité sociale, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et ces opportunités, c'est comme ça, c'est un peu terrible parce que c'est un peu libéral, on parle d'offres pédagogiques, mais malgré tout, ça permet de faire venir des gens qui seraient sinon dans une stratégie d'évitement par rapport à l'école publique. Et cette école publique, elle a besoin de tous, et cette mixité fabrique aussi de la rencontre, fabrique de l'ouverture culturelle, fabrique de la réussite pour tout le monde. Ça, on en est tous convaincus. Il y a pas, ça se décrète pas, ça s'inscrit dans des logiques qui sont beaucoup plus globales, qui sont des logiques d'urbanisme, de rénovation urbaine, etc., mais aussi dans une dynamique qui est celle de l'école publique et qui malheureusement aujourd'hui est quand même très menacée, puisque sur le territoire de Mantes, on a une multiplication d'ouvertures d'écoles privées hors contrat qui sont pour nous un véritable drame, parce qu'en plus elles ne sont absolument pas qualifiantes et elles vendent du rêve à des parents qui, on le comprend, ça peut être légitime, veulent absolument éviter des échecs scolaires pour leurs enfants. Donc voilà, donc à notre mesure, voilà ce qu'on fait du point de vue du lycée. Je pourrais revenir tout à l'heure si vous voulez sur d'autres aspects, mais pour répondre à ta question, Mehdi, c'est comme ça qu'on travaille. Plusieurs casquettes, mais j'en ai une, et la principale qui est que je suis professeure à Paris 13. À l'université de Paris 13 depuis maintenant 10 ans, après avoir été professeur à Paris 1, puis à l'université du Littoral à Dunkerque et aujourd'hui à Paris 13 en Seine-Saint-Denis. Et j'y suis d'économie, prof d'économie. Je considère que c'est absolument essentiel parce que c'est par l'université que un espoir peut être donné et que quelqu'un tout à l'heure soulignait le rôle de l'éducation. Il est clair que bien sûr c'est formidable les initiatives qui visent à la promotion, à l'intégration de jeunes dans les écoles prestigieuses, que ça soit Sciences Po ou d'autres expériences. C'est formidable, ça peut donner une image positive, montrer que toutes les portes sont ouvertes, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. La démocratisation de l'enseignement supérieur et la promotion, elle se fera dans les universités. Et là, il y a un drame qui est en train de se passer depuis plusieurs décennies, qui est que, en fait, il y a eu un moment où on a mis les universités dans les quartiers. Paris 13, elle est au milieu des quartiers. Il y a eu un moment où on a construit les universités dans les quartiers et on s'est dit on va amener les jeunes des quartiers à la promotion, à l'éducation, à l'enseignement supérieur et on va créer une dynamique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'il y a un mouvement complètement inverse qui se produit, qui est
une intégration d'une soi-disant critérisation entre établissements, donc c'est même plus seulement entre écoles et universités, c'est entre écoles bien sûr renforcées, et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que les classes type Sciences Po, ça sert de prétexte pour cacher le reste, pour cacher le fait que dans les universités, eh bien aujourd'hui les universités type Paris 13, elles sont en second rang. On ne sait pas pourquoi, c'est des critères autoréalisateurs, en second rang, et donc c'est, bah oui, mais quand même avoir un diplôme de Paris 13, on sait bien que c'est moins bien qu'un diplôme de, je sais pas quoi, Paris 6, l'UPMC. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas, les recrutements sont les mêmes, les profs sont les mêmes, mais petit à petit, ça s'intègre. Alors au bout d'un moment, effectivement, ça va devenir concret, c'est-à-dire qu'effectivement, ça sera moins bien. Et ça se traduit par des moyens financiers. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, faire ces études à Paris 13, eh bien, vous n'avez plus les mêmes moyens qui y sont mis. Et vous avez de toute façon un effondrement du financement par étudiant à l'université. Le financement des élèves des écoles et classes prépa avait un peu remonté, quand même... absolument sidérant, hein, donc un effondrement du financement par étudiant, et ça amène à des situations, enfin je donne toujours cet exemple-là, comme je suis une militante, je pense que vous le sentez dans l'âme et dans le cœur, je suis prof en première année, je suis professeur d'université, hein, mais je donne des cours en première année parce que je pense qu'il faut aller chercher les gamins dès la première année pour les empêcher de décrocher. Eh bien c'est la deuxième année de suite, que je fais cours d'amphithéâtre avec ma petite voix, sans micro, étant donné les moyens de l'université. Donc est-ce qu'on continue à faire ça? Est-ce qu'on laisse faire ça? Ou est-ce que collectivement, on se dresse en disant « ça suffit, remettez des moyens dans l'éducation, remettez des moyens dans l'enseignement supérieur ». On est quand même, par rapport aux pays de l'OCDE, sous la moyenne des financements, sous la moyenne de l'OCDE en termes de financement dans l'éducation. Donc là, je crois qu'il y a un problème absolument central. Ce n'est pas l'éducation de manière abstraite, c'est très concret. Il faut demander des financements, il faut demander une vraie justice, parce que la colère, dont parlait monsieur tout à l'heure, la colère, elle vient d'où? Elle vient de l'injustice. Et il y a une vraie injustice. Merci. Comme on dit aujourd'hui, à toutes et à tous. En fait, je vais pas répondre. Je vais répondre à la question de Monsieur Halal, mais avant cela, je vais dire quand même 2-3 choses. Il faut bien voir qu'on a intitulé la séance Jeunesse des quartiers. Récemment, il y avait un chat, comme on dit dans le monde, avec mon collègue et ami Fabien Truong sur les jeunesses des quartiers. Et dans les questions des internautes, une question est apparue souvent qui me paraît aussi importante. Et qu'est-ce qu'on dit des autres jeunesses, notamment rurales? Je pense qu'il faut, donc puisqu'on est là j'interviens comme sociologue, bien évidemment que la jeunesse des quartiers pose des problèmes spécifiques, mais il faut bien évidemment réinscrire cette question de la jeunesse des quartiers dans la question plus générale qui est celle des jeunesses populaires, et notamment le fait qu'effectivement, on l'a déjà vu, hein, la question centrale et sous-jacente à tout ça, c'est bien sûr les carrières scolaires, les réussites scolaires. Déjà, là, on est à un niveau Sciences Po, Paris 13, on se situe déjà en haut, entre guillemets, de ceux et celles de ces quartiers qui ont réussi à obtenir le bac, même pro, pour entrer à l'université. Donc là, on est déjà un peu décroché. Donc, première chose à dire, bien évidemment, il ne faut pas isoler cette question des quartiers de la question des conditions sociales d'existence des jeunesses populaires aujourd'hui. La deuxième remarque, c'est Madame Aïssata Sek, j'ai pas retenu votre nom, qui a insisté sur, elle a dit de manière euphémisée, une certaine jeunesse. Eh bien, la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'en fait, dans cette jeunesse des quartiers, il y a différentes jeunesses. Il y a celle qu'on ne voit pas, qui est invisible, qui trace son chemin, à l'écart de la rue, à l'écart du risque, de la délinquance, protégée souvent par les parents, et qui achat d'ordinateurs très tôt pour protéger les enfants de la rue, qu'ils soient garçons ou qu'ils soient filles. Et puis à côté, il y a ce dont vous avez parlé tout à l'heure, de manière euphémisée, je comprends, une certaine jeunesse, dont va parler mieux que moi Yazid Kerfi, dont a parlé aussi la personne d'Amberieu. Cette certaine jeunesse, c'est celle qui n'a pas d'avenir.
celle qui n'a pas d'avenir, parce que effectivement, objectivement, notamment à cause de l'école, mais aussi souvent les devoirs de père, du fait même des difficultés cumulées dans les familles, c'est une jeunesse qui cumule tous les handicaps, sociaux, culturels, économiques. Et donc, bien sûr, c'est très difficile pour elle. D'où j'étais très intéressé par ce que vous avez dit, monsieur, sur Nevers, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui reste à cette jeunesse? Mais s'il n'y a pas des systèmes d'accompagnement, des personnes, des rencontres, des centres sociaux, des éducateurs, des animateurs, qui considèrent, contrairement à nos élites, que ces jeunes ne sont pas perdus, qu'ils ne sont pas irrécupérables, s'il n'y a pas des gens comme ça, eh bien c'est cuit. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même redire que si on parle de jeunesse des quartiers, il faut définir les termes. Pour moi, la jeunesse des quartiers, effectivement, elle est préemptée, elle est représentée par cette jeunesse qui fait parler d'elle, et souvent négativement. Parce que bien évidemment, un point en tant que sociologue auquel je suis assez attentif, bien sûr qu'ils sont discriminés, bien sûr qu'ils sont... Je dis pas le mot, j'aime pas ce mot. Ils sont victimes parfois de racisme, de délit de faciès qui a été fait à Mantes-la-Jolie, c'est 154 lycéens, c'est absolument scandaleux. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais aussi, il y a bien sûr par rapport à l'extérieur, il y a bien sûr ces conduites délinquantes, ces conduites à risque, ces enfants qui conduisent comme des fous et qui tuent parfois des gens, qui font que vis-à-vis de l'extérieur, cette jeunesse, elle est effectivement redoutée. Je pense que quand on est sociologue, il faut dire les deux choses à la fois. Ils sont à la fois victimes, mais parfois ils sont acteurs de conduites délinquantes qui sont dangereuses dans l'espace public. Ce qui fait qu'effectivement, c'est particulièrement délicat et compliqué cette affaire. Troisième point sur lequel je vais insister, c'était la remarque très juste de Toufik Halal sur le fait qu'effectivement, tout ne s'est pas passé comme ça. Il faut mettre de l'histoire là-dedans. Vous avez parlé de 68, mais en vous écoutant, j'ai trouvé très jolie cette expression, là, c'est tout d'un coup l'émergence d'égalité, sentiment d'égalité, de fraternité. J'ai lu une thèse très intéressante de 68, quand les ouvriers immigrés deviennent ouvriers et quittent les syndicats jaunes pour devenir un CGT, tout d'un coup, là, il y a des actes racistes parce que tout d'un coup, ces ouvriers immigrés se politisent, deviennent autres. Mais il y a la marche des beurs aussi, qui est dans le prolongement, à mon avis. Ce qui a été, on peut dire, interrompu. Marche des beurs ou marche 83, pour ouais. Marche des beurs de 83. Marche pour bien évidemment, ouais. Après, ce qui a changé, c'est effectivement l'Observatoire des US, que tous les 10 ans, vous avez 50% des gens qui quittent les US. Donc il y a un renouvellement. Et vous l'avez dit très bien, c'est intéressant de voir que, moi, dans les rares enquêtes que j'ai pu faire, parce que les étudiants sociaux ne veulent plus travailler là-dessus, c'est trop dur, mais dans les US, ce qui change, c'est que les populations se sont paupérisées. Les familles immigrées intégrées comme les Belloumi, ils se barrent des quartiers. Anne Lambert a fait une très belle thèse avec moi sur Lyon. Les familles immigrées algériennes et marocaines, elles sont à 30-40 km aujourd'hui dans des pavillons, majoritairement. Ceux qui restent, c'est ceux qui ne peuvent pas partir. Et en plus, on leur colle, entre guillemets, les cadins, les migrants difficiles. Voilà, il y a ça aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les quartiers, c'est dur d'habiter un quartier. C'est très dur parce que les conditions sociales ne sont pas les mêmes. Elles sont beaucoup plus difficiles. Et en général, c'est beaucoup plus difficile. Donc, bien évidemment, la question qui était posée, je la comprends très bien sur l'université, etc. Mais moi, je pense qu'il faut aussi reposer la question centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces personnes considérées très tôt comme irrécupérables? Et qu'est-ce que fait l'école par rapport à ça? Qu'est-ce que fait l'école primaire, le collège? Donc il y a la grande question, effectivement, le privé est à l'affût, parce que bien évidemment, les parents veulent se sauver. Il y a une très belle enquête de Mathieu Auberti, Marc Auberti et Mathieu Ichou sur les parents de Seine-Saint-Denis. De mémoire, parce que je fais ça en cours, 60% des parents immigrés n'ayant pas fait d'études, en fin de troisième, espèrent pour leurs enfants des études supérieures. Ils sont que 8% pour les parents natifs de France. C'est-à-dire qu'en fait, la caractéristique principale aussi dans ces quartiers, c'est que les parents ont des aspirations scolaires énormes et bien sûr trop hautes. D'où les phénomènes de déception, de désillusion, etc. Et c'est pas que l'État raciste, les profs racistes qui font ça. Là aussi, il faut travailler sur cette interaction entre les familles et l'institution. Et puis, dernier point que je voulais dire, effectivement, c'est qu'à mon avis, voilà, ce qui est dangereux, ce qui est compliqué, là, ça serait intéressant d'entendre Nathalie Cosse, c'est qu'est-ce que deviennent, parce que ma femme a fait la même chose à la Courneuve, en intégrant plein d'enfants avec ses collègues à Sciences Po, mais quand on regarde les devenirs de ces destins de ZEP à Sciences Po, ils deviennent traders, ils deviennent députés LRM, ce qui est très bien, mais qu'est-ce qu'ils font? Très bien pour eux, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'on fait quand on sort du quartier? Comme j'ai travaillé sur le foot, je me disais, j'avais dit ça à l'attaché de presse de l'équipe de France Tournon, je disais, mais pourquoi Zizou et d'autres, qui doivent tout à leurs éducateurs et au quartier, pourquoi ils n'ont pas créé une fondation pour l'école? Voilà, je pense que là, matériellement, il n'y a pas d'argent de toute façon. Personne ne s'intéresse aux cités. Donc bien évidemment, il faudrait créer des logiques...
blaguant, je reçois tous les mois des alumni de Sciences Po, les anciens élèves de Sciences Po, me demandant de cracher au bassinet pour les anciens de Sciences Po. Mais moi, je m'en fous. Mais en revanche, je pourrais créer des alumni de banlieue, des anciens, non pas élèves, des anciens habitants de banlieue qui vont redonner à leur lieu aux banlieues, aux éducateurs, aux animateurs, aux centres sociaux, ce qui leur a permis de grandir. Je finis là-dessus. Il y a 3 mois, il y a eu dans l'Équipe Magazine un article absolument merveilleux sur Bondy, à la suite de Kylian Mbappé, où on voit, à partir de Bondy, tous les éducateurs qui ont été formés dans ces banlieues, qui n'ont pas fait d'études, mais qui se sont formés grâce aux associations et qui ont essaimé et qui ont donné de la confiance, parce que vous avez raison, c'est ça, c'est donner la confiance, vous l'avez dit, il faut redonner confiance à ces petits cœurs malades, et c'est un travail effectivement de longue haleine, ça ne se fera pas en 2 jours, il faut déjà dire ça quand on est sociologue, c'est de la longue durée, mais il faut quand même commencer à s'y mettre sérieusement, parce que on est mal. Merci beaucoup. Des formations sélectives universitaires, parce que les formations universitaires sont de plus en plus sélectives, c'est-à-dire que même pour aller en géographie maintenant, dans Parcoursup, c'est une filière contrainte, donc vous voyez ce que je veux dire, donc c'est ça le vrai enjeu. D'autre part, nous, on a constaté, parce que ça m'intéressait beaucoup, moi justement, j'ai pas envie de former des traders, beaucoup font le master affaires publiques, et on a créé une espèce d'aller-retour, c'est-à-dire que nos anciens sont, Mehdi le sait parce qu'il a participé à plusieurs reprises, ils sont avec nous dans la formation et ils font du tutorat et ils les prennent en charge et ils s'investissent dans le tissu local parce que c'était aussi ça l'enjeu, c'était de les faire revenir sur le local. Si c'est pour se barrer à Paris dans un cabinet d'avocat, je veux dire, moi je suis pas payé pour faire ça, ça m'intéresse pas. Donc que les choses soient claires. Et juste un dernier mot sur la mémoire, j'ai parfaitement apprécié ce que vous avez dit. Là, comme je suis historienne, je me permets de vous dire que je considère qu'en effet, tant que dans les programmes d'histoire, on ne mettra pas, et on peut le mettre quand on a envie de le faire, et on ne s'en prive pas, mais en lumière, le rôle essentiel, particulièrement à Mantes-la-Jolie, sur la vallée de la Seine, que les parents de nos enfants ont joué dans la croissance, du pays et en particulier de la région. Et que cette histoire ouvrière et cette histoire coloniale, elle a du sens. Et que c'est comme ça qu'ils peuvent aussi recréer du lien avec leurs pères, parce qu'il y a quand même un vrai problème, on n'a pas le temps d'en parler, mais de discussion des pères avec leurs fils et créer de la parentalité. Les instituts du premier degré, ils font que ça toute la journée. Ils font de la parentalité, ils travaillent à la parentalité, parce que tant qu'on ne fera pas ça dans les quartiers populaires, on n'arrivera pas à réconcilier aussi les familles avec la République. Et il faut fabriquer du lien, des synergies. Et l'histoire, avec un grand H pour le coup, elle doit intégrer ça. Malheureusement, les programmes tels qu'ils sont en train d'être orientés, ça ne va pas tout à fait dans ce sens-là. Hein. Et je crois qu'il faut faire une part importante à cette histoire ouvrière et à cette histoire des situations coloniales. Enfin, merci de votre invitation. Enfin, je rejoins un petit peu ce que dit Stéphane Beau. Moi, je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les invisibles, ceux qu'on n'entend pas, les sans-voix. Et pourtant, ils ont vraiment quelque chose aussi à nous dire. Puisque je travaille, vous avez vu mon camion qui est là, mon boulot, c'est de m'installer la nuit dans les quartiers à l'heure où il n'y a rien. Ce qui n'est pas normal, à part les commissariats de police, en sachant en même temps, n'oublions pas qu'on a un vrai problème avec la police en France, un vrai problème. Hein. Donc on est au Festival des idées, on a intérêt à trouver des idées là-dessus, parce qu'en France, on remet en cause toutes les institutions, sauf la police. Elle n'est jamais remise en cause. Et là, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc mon boulot, c'est de m'installer la nuit à l'heure où il n'y a rien. Pourquoi ? Mais parce que c'est tout simple, la plupart des centres sociaux et les maisons des jeunes ont les mêmes horaires que la mairie. C'est une aberration en même temps. Il manque des adultes bienveillants sur l'espace public. Quand je dis bienveillants, c'est n'importe qui. Des adultes en même temps. Les jeunes sont seuls. Et forcément, entre eux, ils s'alimentent un discours, donc ils s'endoctrinent entre eux. Et au bout d'un moment, les rumeurs qu'ils lancent, ça devient vite des vérités. Donc on a intérêt à reparler à cette jeunesse qu'on n'écoute pas. Donc mon boulot, c'est de m'installer comme ça. Et de l'autre côté, je travaille beaucoup en prison. Je suis actuellement la personne la plus demandée en France dans les prisons, donc je fais des débats dans les prisons pour apporter de l'espoir à ces personnes-là. Et souvent, ils mettent une affiche dans la prison, débat avec Yazid Karfi, ancien détenu devenu aujourd'hui enseignant à l'université. Bah, rien que ça, les détenus disent franchement, ça veut dire qu'on peut changer. Oui, on peut changer si vous faites les bons choix et les efforts nécessaires. Tout le monde est intelligent, il n'y a pas de gens bêtes, ça n'existe pas les gens bêtes. Donc c'est sortir chez tout le monde leur intelligence. Les jeunes en échec scolaire sont aussi des gens très intelligents. Ce ne sont pas des jeunes en échec scolaire, ce sont des individus en difficulté. Vous voyez, c'est peut-être pas la même chose. Donc le travail, c'est quand même à faire de ça. Et donc tout mon travail à faire, c'est de provoquer la rencontre avec les personnes les uns et les autres. Puisque les gens, on s'aperçoit que chacun vit dans des mondes de plus en plus séparés. Beaucoup de jeunes ne vont plus vers les institutions. Enfin, il y a un rapport qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, rien qu'en région parisienne, il y a à peu près, sur les 16-25 ans, 300 000 invisibles. C'est-à-dire les 300 000 invisibles, c'est des jeunes qui ne vont plus vers les institutions. Ils ne vont pas à Pôle emploi, ils ne vont pas à la mission locale, ils vont nulle part. On a l'impression qu'ils n'existent pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette jeunesse-là en même temps ?
qui est peut-être une jeunesse qu'on oublie, mais en même temps qui est très bruyante en même temps. Les émeutes de 2005, c'est d'une extrême minorité de jeunes, mais qui ont fait énormément de bruit qu'on a entendu dans toute la France. Donc le travail, c'est ça. On a intérêt à écouter ce public-là, on a intérêt à écouter les délinquants, les violents, les pseudo-terrorismes, parce qu'ils ont aussi des choses à nous dire. Si on ne comprend pas pourquoi, si on ne comprend pas la logique de ces personnes-là, bah forcément on ne trouvera pas des solutions en même temps. Donc ce qui manque, c'est ça. Donc moi je suis revenu au b.a.-ba, c'est-à-dire que quand je me pose, que ce soit en prison ou dans les quartiers, je crée des espaces de parole. La sécurité, c'est bien d'arrêter les délinquants, les mettre en prison. La prévention, c'est éviter qu'ils deviennent des délinquants, c'est mieux. Donc à un moment donné, il faut peut-être changer nos discours. J'aimerais bien qu'un jour, que dans les quartiers, que quand il y a un problème, que les habitants arrêtent de dire il faut des policiers, il faut les mettre en prison, il faut plus d'adultes bienveillants, il faut plus d'éducateurs, il faut plus d'écoles. On n'arrête pas de construire des prisons. Vous savez combien coûte une prison? Les nouvelles prisons qui vont privées, c'est 25 000 € par jour. 25 000 € par jour, regardez le prix que ça coûte. On n'arrête pas d'en construire. Puis à côté, il y a quelqu'un qui avait dit on ferme des écoles, et c'est vrai, on a parlé tout à l'heure qu'on enlève les moyens. Et donc voilà, c'est 25 000 €. Vous savez combien coûte une caméra vidéosurveillance dans une ville? 12 000 €. C'est le prix d'un demi-poste d'éducateur. Allez dans votre ville, comptez le nombre de caméras, vous pliez par 12 000, et vous allez voir combien que ça coûte en même temps. Et ça, ce serait bien que pendant la campagne électorale, on remet les chiffres. Voilà cet argent-là, tout cet argent, voilà ce qu'il est possible de faire avec ça. Et ça, vous savez combien ça coûte un jeune en CER ou en CEF, centre d'éducation renforcée? 600 € par jour. Un mineur en prison, c'est 500 € par jour. Vous ne pensez pas qu'on peut mettre l'argent ailleurs en même temps? Cet argent-là qu'on aura mis dans la prévention, il n'aura pas été en prison, on aura pu faire quelque chose. Donc je pense qu'au niveau des prochaines élections, si on veut des idées, c'est mettre ces chiffres-là en face et on voit là qu'est-ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Seine-Saint-Denis, j'ai été dans un collège en ZEP et je voulais vous parler de mon expérience. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné, qui m'ont envoyé qui m'ont fait voir autre chose, qui m'ont mis dans aller au théâtre, écouter de la musique. Mais j'ai bien vu la différence que j'avais avec les autres élèves de ma classe, et j'ai vu aussi les manques de moyens. Il y avait énormément de projets qui étaient créés, des spectacles, mais on voyait que c'était fait en une année, et finalement qu'est-ce qui a été fait pour eux en dehors du collège. Donc aussi dans notre collège, même si c'était en ZEP, il y avait un désengagement clair de l'État, il y avait des manques de moyens partout, on n'avait pas de profs pendant plusieurs mois, alors que, il y a aussi ça qui joue. Donc je pense que le fait que déjà mis à l'écart, et je pense que ça donne une image un peu cloisonnée, un peu où on doit rester dans le quartier. Et donc je pense que il y a un problème de mixité aussi entre il y a beaucoup d'engagement des jeunes dans les quartiers ensemble, beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité. Mais est-ce que il y a des échanges avec les autres milieu? C'est ça, je pense, qui est aussi important. Aussi, on a parlé beaucoup de la prise de confiance. Je pense que c'est aussi important de montrer que c'est possible, qu'il faut s'engager. Donc moi, je suis engagé aussi, et en fait, je suis le seul jeune qui est engagé. Il n'y a personne d'autre qui s'engage. Il n'y a pas d'autres jeunes. Donc, je pense que c'est aussi important de leur montrer que c'est possible et que ça va leur apporter de la prise de confiance, une perspective, un projet pour l'avenir. Et voilà, je pense que c'était tout. Je pense qu'il faut montrer du doigt surtout la mixité entre les milieux pour que on voit qu'il y a autre chose que le quartier dans lequel ils sont nés. Je ne voulais pas forcément prendre la parole, mais je réagis sur ce qu'a dit le précédent intervenant. En fait, on parle de mixité sociale. Il faut que, en particulier dans l'éducation, il y a une mixité au niveau des collèges, des lycées. Mais il y a aussi tous ces dispositifs qui cherchent à faire remonter un petit nombre d'étudiants dans les établissements dits prestigieux. Je connais un peu les deux, puisque moi j'ai été en lycée à Bobigny, et ensuite on m'a demandé de créer une classe préparatoire en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Et en fait, juste une expérience intéressante. Dans cette classe préparatoire littéraire, il y a eu des années différentes. Il y a des années où on avait peut-être sur, mettons, 30 mômes, issus des quartiers 5, 6, 7.
je parle, et le reste de la classe moyenne, hein, on ne montait pas très haut, mais disons, issus vraiment des quartiers populaires, avec une origine vraiment populaire, 6-7. Et ils restaient entre eux. Quand on en avait 12, ils ne restaient plus entre eux. La mixité avait lieu. C'est-à-dire que c'est par affinité personnelle, politique, identitaire, ce qu'on voudra, que se recréent d'autres groupes dans. Donc la mixité, elle doit être aussi en haut, nom de Dieu. C'est pas 15% dont on a besoin. C'est pas comme à Sciences Po, hein, ce qui n'est déjà pas, ce qui est déjà mieux qu'ailleurs, enfin, bon, par ailleurs, hein, mais c'est vraiment de faire remonter suffisamment de jeunes. Alors là, je me place en haut, hein, par rapport à Stéphane Beau, on est bien d'accord, c'est bien de ça dont je parle, mais même en haut, si on arrive à avoir une masse critique, ça change tout. Parce que sinon, s'ils sont un petit groupe dans un coin, ils restent entre eux, ce qui est logique, ils se tiennent chaud. C'est parfaitement normal. Hein. Voilà, je voulais juste dire ça. La mixité, on l'utilise toujours pour dire il faut mettre des classes moyennes dans les lycées populaires, oui, mais il faut aussi mettre des classes populaires en haut. Sinon, ça sera juste un alibi, ce que c'est très largement, c'est vrai. Merci Philippe. Ce que j'appellerais les racines. Je suis moi-même fille d'immigrés et je sais ce que c'est parce que mes parents ont voulu s'intégrer, s'assimiler dans le pays. Donc ils m'ont coupé complètement de mes racines. C'est-à-dire qu'ils ont voulu apprendre le français, ils ont voulu être de bons Français. Donc ils m'ont coupé complètement de mes racines. Ça a été, je pense, je ne suis pas la seule, ça a été une souffrance. Et j'ai eu le besoin, vers l'âge de 40 ans, de rechercher ces racines. Et je pense que ces jeunes, ils n'ont pas de racines. Je me souviens, dans les années 80, il y avait dans des écoles, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'on a pris ça tout de suite sous le fait du communautarisme, il y avait des cours pour les enfants d'immigrés, des cours de portugais, des cours d'arabe. Et ça a été interrompu assez rapidement parce qu'on a considéré ça comme du communautarisme. Or, ces enfants, je me souviens très bien, ils étaient heureux d'aller dans ces cours et de montrer aux autres enfants qu'ils maîtrisaient une autre langue que le français. Et je trouve que justement travailler sur la mémoire, sur l'histoire de ces jeunes, qu'ils retrouvent leur histoire, parce que l'histoire qu'ils ont, c'est pas uniquement l'histoire de la France, c'est aussi l'histoire de leurs parents. Donc moi, je trouve ça très important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en tant qu'expérience personnelle. Merci beaucoup. Justement, par rapport à l'histoire, moi je viens de Trappes. Trappes, c'est une ville où il y a eu 70 départs pour la Syrie. Et du coup, il n'y a personne qui écoute les mamans des enfants qui sont partis en Syrie, qui sont morts aujourd'hui. On est en train de récupérer comme on peut les petits-enfants. Et justement, les mamans qui ont mon âge, je me suis rendu compte qu'on est coupé aussi de notre histoire et on n'a pas su redonner l'histoire à nos enfants. Et d'où le fait qu'il y a des enfants aussi qui sont partis parce qu'ils cherchaient leurs histoires. Et le fait qu'on prenne le temps d'écouter aussi ces mamans et le fait qu'il n'y ait pas eu cette chance, comme vous disiez, madame, tout à l'heure, pourquoi on ne s'engage pas politiquement, c'est parce qu'il y a des familles qui ne sont pas construites et qui eux-mêmes ne peuvent pas aider à construire leurs enfants dans l'éducation parce qu'il manque un bout de l'histoire. On se bat aujourd'hui avec ces mamans, donc qui, eux, ont perdu leurs enfants, mais à travers l'écoute active que je leur donne un temps où est-ce qu'elles peuvent dire ce qu'elles vivent, ne plus culpabiliser, elles n'ont pas engendré des terroristes, c'est des mamans qui n'ont rien vu venir, comme toute la France n'a rien vu venir, et qui aujourd'hui se retrouvent sans enfants pour la plupart. Hein. Il y en a qui avaient que 2 enfants, et leurs 2 seuls enfants sont partis, et leurs petits-enfants sont en train de mourir en Syrie. C'est chercher à savoir d'où on vient pour mieux être où on est. Donc que ce soit à l'école, oui, quand on a réussi l'école, l'histoire c'est très important, mais aussi dans les banlieues, les enfants qui sont seuls ou que leurs parents ne savent pas l'histoire, tant qu'on ne parlera pas d'histoire comme vous dites, hein, être fier de qui on est pour être bien en France. Quoi qu'il arrive, on a une histoire et on a été rompu de cette histoire. Et je pense que l'idée c'est vraiment de revenir à l'histoire. Voilà. Non, c'est très bien. Si tu étais présidente de la République demain, tu fais quoi ? Je vais dans le fond d'histoire, j'écoute les émotions, j'écoute les cœurs. C'est revenir à l'histoire. Parce que l'intitulé, c'était « Changer les murs ». C'est ça ? Festival des idées, ok. Moi, j'ai un message. Ok. Le message, c'est que je suis un vieux militant. Ok. Militant depuis plus de 20 ans. Les politiques ne viennent pas vers nous. Les médias ne viennent pas vers nous. Sans cesse, c'est nous qui faisons cette démarche. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a eu des émeutes en France. On en a été témoins privilégiés. Okay ?
Il y a une violence dans ces quartiers, vous ne pouvez pas imaginer. Ok. Je prie tous les jours que ça ne se renouvelle pas. Parce que si jamais il y a un mouvement de révolte dans les quartiers populaires, la République ne s'en relèvera pas. On a, depuis ces 30 dernières années, acquis une expérience. Venez parler avec nous d'égal à égal. On a des compétences. D'accord ? C'est un message d'espoir. Je suis venu ici juste pour faire passer ce message. Merci Mehdi, je suis désolé. Redonner de la légitimité. Voilà, je pense qu'il faut partir de là. Les jeunes sont légitimes à exister en France. Leurs parents sont légitimes à écouter. Reposer du cadre, évidemment, quand il y en a besoin, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des situations qui sont ingérables, mais ne pas vivre la jeunesse uniquement sous le prisme d'une menace, aller chercher ce qu'elle peut avoir de riche, pour peu qu'on s'en donne la peine et pour peu qu'en effet, sans angélisme, on redonne de la légitimité à leurs paroles et à celles de leurs parents, surtout à celles de leurs parents, et en particulier celles des mamans, en effet, qui sont elles aussi souvent vues comme illégitimes et comme sujets que l'on doit accompagner avant même de les avoir écoutés. En même temps, il y a beaucoup trop de stigmatisation. On stigmatise les quartiers, on stigmatise les jeunes, on stigmatise les arabes, on stigmatise les noirs, on stigmatise les musulmans. Et plus on stigmatise, plus il y aura de la radicalisation. Il n'y a pas de mystère. La radicalisation, elle est de chaque côté. Donc qu'on arrête et qu'on regarde plutôt le bon côté chez les gens, qu'on valorise en même temps sans arrêt. Et si je suis président de la République, et pas Sarkozy, Balkany, tout ça, ils seront au placard, quoi, en même temps. Donc voilà. Je laisse parler justement ceux qui sont au taf, ceux qui sont confrontés, comme Yazid fait son boulot. Voilà. Moi, les solutions, elles sont bien sûr, elles sont structurelles. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il faut redonner, il faut faire en sorte. Moi, je pense que tout part de l'école et que l'école va mal et que les processus de ségrégation scolaire s'aggravent. Moi, je suis extrêmement inquiet de la perte de désirabilité du métier d'enseignant. Je pense que c'est un point absolument central. Il faut absolument redonner à la France un corps d'enseignants qui a envie. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas envie, mais quand je vois les étudiants que j'ai au CAPES, que je forme ou d'autres, je vois très bien qu'une partie des enseignants, voilà, ils viennent enseigner. Que si on les accompagne, on leur donne les outils nécessaires pour pouvoir s'orienter comme ils le souhaitent, et ça fait écho à la thématique, non pas de destin subi, mais destin choisi. Mais pour choisir, il faut avoir les éléments qui permettent de choisir. Et ces éléments, c'est encore une fois, ça revient à l'éducation nationale, hein, pour que les jeunes puissent tous avoir ce sentiment-là de ne pas subir la situation et d'avoir l'outillage nécessaire pour cela, il faut qu'on puisse leur donner à la fois les moyens de pouvoir se cultiver, sortir un peu, parce qu'aujourd'hui dans nos quartiers, on a fait en sorte de mettre l'ensemble à proximité immédiate pour que les jeunes ne puissent pas avoir d'autres perspectives, alors que si demain on leur dit que voilà, sortez un peu, allez au cinéma, allez au théâtre, à l'opéra, ça leur permettra de découvrir autre chose et avoir un bagage qui soit beaucoup plus fourni, parce que tout ce bagage-là permettra par la suite de pouvoir s'épanouir intellectuellement, culturellement, et c'est donc ton manque qui pourra tirer par le haut les jeunes. On voudrait produire en fait de manière pérenne, continue sur toute l'année. On va voir comment on peut organiser ça. Merci à toutes et toutes, merci à toutes et tous d'être venus.